Salut à tous et bienvenue chez les Assoiffés de Ciné. Bon, eh bien, il est temps de parler du final de la saison 1 de House of the Dragon, la Casa del Dragon, la Maison du Dragon. Ces 10 semaines sont passées très vite et on va débriefer un peu tout ça. Cette série a réussi à rendre les lundis tellement bien. Oui, les lundis matins, puisqu'on les regardait à peu près à 6h du mat, les épisodes. Ça va nous manquer. Voilà, des lundis matins aussi bien, c'est rare. Ouais, House of the Dragon arrive à nous faire lever tôt un lundi avec la bonne humeur quand même. C'est un exploit déjà. Ouais. Qu'as-tu pensé de ce final ? Eh ben, c'était super comme tous les autres épisodes de cette première saison. Je suis un poil déçu de la fin de cet épisode. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Mais dans l'ensemble, c'était quand même très très bien. Je partage cet avis. Je suis plus surprise que déçue. Et toujours dans la réflexion, je digère encore ce final. Je m'interroge dessus et pour l'instant, c'est plus dans le positif, mais c'est vrai que au moins ça réussit à me surprendre. Voilà. Même les lecteurs des livres ont réussi à être surpris. Ouais, on peut dire ça, ouais. On va directement spoiler pour la suite de cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je sais même pas ce que vous foutez là, donc dégagez. Cassez-vous. L'épisode commence par nous montrer le personnage qui va mourir finalement à la fin, et c'est souvent le cas dans une... Enfin, c'est pas quelque chose d'original, c'est ça que je veux dire. C'est souvent ce qui est fait dans les séries ou... C'est un mauvais présage, quoi, quand tu es au début d'épisode. Voilà. Et qu'on développe un petit peu aussi tes relations, tes sentiments, là. Voilà, on nous fait un petit peu nous attacher au personnage, donc ça pue la merde. Plusieurs fois, Luc, voilà, on voit sa mère qui l'embrasse, ouais. Ouais. Tu sens que ça pue du cul, quoi, petit à petit. Il y a un petit parallèle entre ces deux personnages, Rhaenyra et Luc, avec Alicent et Aegon. Aegon qui ne veut pas non plus être couronné. Bon, maintenant c'est un petit peu tard, mais c'est un petit peu... le sentiment de Luc. Voilà, c'est ça. Il a pas envie d'être le seigneur des marais, et il est un peu là... Il se sous-estime, il a pas confiance en lui, il pense qu'il le mérite pas, qu'il est pas aussi prestigieux que sa mère, il met beaucoup sa mère en avant, il idéalise beaucoup sa mère, alors qu'au final c'est un petit peu elle qui va le mener à la mort. Et oui, malheureusement, ouais. Parce que voilà, on parle directement de la fin, cette fin traumatisante, on s'y attendait, nous, donc voilà. Ce final, c'est un moment culte de la Danse des Dragons, tous les lecteurs l'attendaient. Ouais, c'est la première vraiment... bagarre entre dragons, quoi. C'est ça. Et quelle bagarre ? Bon, on en parlera plus en détail plus tard. On va commencer, par le commencement. Rhaenys arrive donc à Père Dragon annoncer la bonne nouvelle à Rhaenyra. Et puis, elle est pas du tout délicate, avec une femme enceinte, c'est pas une très très bonne idée. Elle lui annonce la mort de son père, le couronnement de son frère, et donc l'usurpation du trône. On peut dire que dans cet épisode, Rhaenyra a perdu 2 enfants à cause des vers. Oui, Rhaenys, elle s'est endurcie tout au long de sa vie, que ce soit cette place de reine qu'on lui a refusée, que ce soit par la mort de ses enfants. Donc elle est vraiment froide, elle a plus rien à perdre. Elle est là en plus avec Rhaenyra qu'elle suspecte d'avoir tué son fils. Ouais. Donc elle a aucune pitié envers elle. Et on sent tout le long de l'épisode qu'elle observe avec amusement les choses. Comme si toutes ces histoires, ça l'a dépassée, qu'elle s'en foutait parce qu'au final, sans ses enfants, elle est un peu plus rien. En fait, elle est en mode, c'est pas ma guerre. Voilà, c'est vraiment, c'est pas sa guerre, quoi. Je les ai pas cramés, voilà, c'était pas... Ouais, elle a dit, c'était pas mon histoire, c'est pas mon problème, toi, je te suspecte d'avoir tué mon fils. Alors que finalement, au plus l'épisode avance, et au plus elle se range du côté de Rhaenyra. Oui, voilà, parce que je pense qu'elle pense aussi à ses petites filles et à leur protection, et elle dit que Rhaenyra, c'est la seule qui va maintenir le royaume hors de la guerre. Donc on verra un petit peu son avis plus tard, parce qu'à la fin de l'épisode, Rhaenyra va changer clairement d'avis. Oui, elle est prête à casser des culs. Voilà, donc on verra Rhaenys ce qu'elle en pense. Mais encore une fois, nous en parlerons plus tard, et cela ne nous regarde pas. Ouais. S'ensuit donc l'accouchement précipité de Rhaenyra, accouchement difficile qui renvoie à l'accouchement de Aemma Arryn, la mère de Rhaenyra, malheureusement. Et il y a beaucoup de choses dans cet épisode qui renvoient aux premiers épisodes de la série. Durant cet accouchement, j'ai adoré la connexion qui est mise en avant entre Syrax et Rhaenyra. On a l'impression que Syrax souffre avec elle. On avait vu un petit peu...
On avait un petit peu vu ça avec Caraxès et Daemon pendant les batailles. Des degrés de pierre, ouais. Ou quand Daemon se prend une flèche, Caraxès hurle de douleur. Et voilà, il y a ce lien très fort entre dragon et dragonnier. Et ça fait un petit peu aussi écho... dans les livres, on dit que Visenya, donc la fille de Rhaenyra qui est née, dont on n'entend pas le prénom, il me semble, qui n'est pas cité. Voilà, qui devrait s'appeler normalement Visenya, qui est, pour l'anecdote, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, une des deux sœurs d'Aegon le Conquérant. Ça fait aussi écho au fait que Visenya est censée être une enfant déformée, mal formée, qui a une queue, il me semble, une extension d'une queue, donc ce qui fait penser aussi à un dragon, comme si elle accouchait d'un enfant... assez monstrueux qui ressemble à un dragon. Comme si c'était un peu la malédiction du dragon, quelque part. Mais ce lien-là qui est mis en valeur entre le dragonnier et son dragon, finalement, on va voir qu'il n'est pas forcément synonyme d'obéissance par la suite, à la fin de cet épisode. C'est ça, parce que le dragon est lié à son dragonnier, mais il a quand même sa personnalité propre et ses propres projets. Parce que c'est notre projet! On verra que plus tard, ça va faire écho. Et comme le disait Viserys... Penser que l'on contrôle les dragons est une illusion. Et là, on va bien en avoir la preuve pendant cet épisode. En même temps que l'accouchement, on voit Daemon qui est avec Caraxès avec 2 soldats. Et il leur dit à qui allez-vous faire allégeance. Et ça rappelle cette scène dans Game of Thrones avec Daenerys et les Tarly. Où face à Drogon, elle leur disait ou vous prêtez allégeance à votre reine ou vous brûlez. Ouais. Et là, petit bémol pour moi, au niveau de cette scène, l'apparition de Caraxès, je trouve qu'au niveau des effets visuels, il y a un truc qui cloche. Ou alors, c'est juste que ce dragon est très bizarre. Il est très mal foutu. Enfin, il est très... Tu manques de tolérance envers Caraxès. Je te trouve très dur avec lui. Moi, je l'adore, Caraxès, c'est mon bébé. Quand il arrive, son petit bruit de dauphin, là, quand il arrive, j'adore. On sent Rhaenyra très seule pendant cet accouchement. Elle appelle Daemon, il ne vient pas. Donc, je sais pas s'il est traumatisé par le dernier accouchement de son ex-femme, Lena, mais c'est assez dur. Il est très distant. Et lui-même, voilà, quand il apprend la mort du bébé, il va sur la plage. Il y a une scène très triste, voilà, où il est dévasté d'avoir perdu cet enfant. Ce qui est triste aussi, c'est Rhaenyra qui appelle ses 2 fils alors qu'elle accouche. Et on dirait qu'elle est toujours un petit peu dans la crainte de mourir. De l'accouchement en fait, et c'est assez réaliste parce que et surtout vu ce qui arrive à sa mère, c'est compréhensible. Elle est traumatisée par ça et elle leur dit en clair un petit peu ses dernières volontés au cas où quoi. Oui, ses dernières volontés dans le sens où elle dit c'est toi l'héritier à Jacques. On arrive ensuite, malheureusement, à une crémation, si on peut dire, cruellement silencieuse autour de l'enfant malheureusement décédé. Et ça renvoie là aussi au 2e épisode de House of the Dragon, avec le recueillement autour de Balon. Eric Cargill amène la couronne de Viserys à Rhaenyra. Elle est donc couronnée devant tous ses fidèles. Avec une sublime musique là, qui apporte vraiment l'identité de la série, je trouve. On râlait un petit peu au début des vidéos sur House of the Dragon parce que, bon, le générique est le même que celui de Game of Thrones, mais il y a quand même quelques musiques qui rendent déjà cette série emblématique et la différencient de Game of Thrones. Et ça, c'est très important pour vraiment forger l'ambiance et l'univers. Eric Cargill ainsi se sépare du coup de son frère, puisqu'il n'est pas avec lui, donc il est sous-entendu que lui, il est plutôt du côté d'Aegon. Les 2 frères vont prendre des chemins différents. On espère par la suite que ça va être développé. Ceux qui ont lu les livres voient ce qu'on veut dire. Je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais il y a un écho à la série The Crown où joue aussi Matt Smith quand il s'agenouille devant sa reine en disant « My Queen », ça fait penser au prince Philippe qui s'agenouille devant Elisabeth. Comme on disait tout à l'heure, Rhaenys, elle ne s'agenouille pas, ce qui montre bien qu'elle n'a d'allégeance pour personne. Il y a une réunion politique autour d'une table qui est enflammée par-dessous, il y a une sorte de braise, et ça rend vraiment bien. Il y a ce côté politique du dragon. Et Rhaenyra a la même vision politique au final que son père, elle est pacifique, et ça énerve énormément Daemon, parce que déjà il s'entendait pas avec son frère, et il veut pas qu'elle devienne comme lui. Il devient absolument méchant. Ils font les comptes de quel clan est avec qui, mais aussi ils font les comptes sur les dragons. Qui a le plus de dragons, qui a le plus de dragonniers et qui a les dragons les plus forts. Parce qu'on a beau avoir des dragons, si celui-ci n'est pas habitué à la guerre et au combat, au final il est assez faible. Et ça finit mal. Oui, on va le voir plus tard.
On se retrouve ensuite avec une scène qui là aussi renvoie énormément à l'épisode 2 de la série, puisque ça se passe sur le pont de Père Dragon avec face à face Daemon et Otto Hightower, et bien sûr l'arrivée en dragon de Rhaenyra, qui en jette, clairement. On aurait aussi peut-être aimé à l'épisode 9 voir Aegon sur son dragon, puisque normalement il monte un très beau dragon qui s'appelle Feu du Soleil. Le plus beau des dragons, dans le livre. C'est ce qui est dit. Et c'est assez symbolique, avant elle était du côté d'Otto, la main de son père, et maintenant elle est de l'autre côté avec tonton Daemon. Et comme tu dis, pour Aegon, c'est dommage, parce qu'on aurait eu vraiment ce face-à-face entre Rhaenyra et Aegon, qui les deux en chevauchant des dragons, ça aurait fait vraiment bagarre de Targaryen, quoi. Mais on l'aura sûrement dans la saison 2. Voilà. Peut-être qu'il nous garde Feu du Soleil pour nous faire un peu plus de suspense. Et apparemment, il nous cache aussi Daeron, le troisième fils de Alicent. Oui, qu'on n'a toujours pas vu. En tout cas, avec tout ça, personne ne pleure le vieux Viserys, hein. Et c'est un petit peu ce qui se passe aussi avec le frère de Corlys, Vaemond. Corlys qui revient à la vie, qui se retrouve face à sa bonne femme, et on a l'impression qu'il a envie de se rendormir, de retomber malade, le type. Hein. J'ai l'impression qu'à un moment, quand elle le fait chier, le mec capable de surveiller, elle le fait chier, et t'as l'impression qu'il retombe malade petit à petit, ça m'a... Oh putain. Non, après, j'aime bien la relation de ce couple, ils sont très soudés. Bon, lui, il a un petit peu ses faiblesses aussi, il aime aller en mer, et il a abandonné quelque part sa femme, pendant quoi. 6 ans, hein, il me semble bien. C'est un peu long. Je vais faire une balade. Mais bon, grâce à ça, ils ont pu dominer les degrés de pierre, et c'est quand même un endroit stratégique, puisque ça va leur permettre de bloquer complètement les voies de navigation jusqu'à Port-Réal, et donc de bloquer tout ce qui est commerce et tout ça. Ensuite, il y a une scène, mesdames, retenez vos orgasmes, Daemon chante. Shine rang like a diamond. J'aime beaucoup cette petite scène, on est un peu dans le mysticisme dragonnier, n'est-ce pas? Daemon est à la recherche de Vermithor, le deuxième dragon le plus puissant, il me semble. Voilà, qui était du coup le dragon de Jaehaerys. Donc le roi avant Viserys. Un dragon très puissant qui doit être très bon à la guerre. En tout cas, il a l'air assez grand. D'ailleurs, ça m'a fait rire, parce que c'est beau, cette pénombre avec le dragon, d'un coup il crache le feu qui apparaît, c'est très beau au niveau de l'image. Et j'adore parce que Daemon n'a pas bougé d'un cil, alors que moi j'ai sursauté déjà rien en voyant ça sur mon écran, quoi. C'est un peu moins beau au niveau auditif, hein, moi, je trouve. Ah bon? Il chante pas très... Oh, il a une voix fluette. Oh, il a une belle voix. En plus, il se permet, le gars est devant un énorme dragon, il fait un petit vibrato, tu sais. L'audace. Là, c'est vrai que bon, c'est une belle mélodie. Tu me disais que t'aurais peut-être aimé qu'ils reprennent cette mélodie dans une vraie chanson à la fin de l'épisode, au générique. Oui, ça j'aime bien quand il y a des personnages qui ont des petites mélodies, comme ça que ça soit repris à la fin. Pour qu'il y ait un ancrage. Voilà. Rhaenyra envoie ses fils dans la merde. À l'abattoir, hein, j'ai envie de dire. Voilà, faire une petite balade sympathique. Ouais. Et encore, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que normalement, le plus petit des 3 fils de Rhaenyra, fils Velaryon, on va dire, veut aussi y aller. Et le type, il a 11 ans, je crois, il me semble. Il est chaud. Normalement, Geoffrey. C'est mignon parce qu'elle lui dit oui, c'est Accalmie, c'est le plus près, tout ça. C'est quand même les terres de l'orage avec des Baratheons énervés. On voit ce que ça signifie, hein, les terres de l'orage, voilà, c'est la Bretagne, quoi. Et en arrivant sur ces terres de l'orage, donc Accalmie, l'ambiance est froide, sombre, et vraiment c'est très oppressant. J'ai adoré cette arrivée sur le dos de Arrax. J'étais vraiment prise dans l'ambiance, du coup j'ai eu une sorte de frisson, j'étais dans le malaise et j'avais peur pour Luc. Alors je me suis dit, si j'étais à sa place, je flipperais de ouf. Surtout quand tu vois la silhouette de Vagar, hein, ça fait très Jurassic Park. Quand même. Ah oui, Vagar au loin, là, avec les... Il y a tout au long de ce moment, il y a des jeux de lumière avec les éclairs qui font apparaître les dragons en ombre, tout ça, c'est terrifiant de voir Vagar au loin. Le petit Luc se retrouve ensuite face à Lord Boros Baratheon, Lord Bolos hein, pour les intimes. Et là aussi c'est intéressant de voir un Baratheon très différent de ce qu'on a pu voir dans Game of Thrones. La maison Baratheon qui, pour l'anecdote là aussi, est
à la base à moitié Targaryen, puisque le premier Baratheon, qui était Horys Baratheon, était à moitié Targaryen, sachant que c'était le frère bâtard, enfin, ce serait le frère bâtard de Aegon le Conquérant. Et donc c'est assez drôle de voir cette scène, sachant ce qui va se passer ensuite entre ces deux grandes maisons. Et en voyant Vhagar, Luke s'attend donc à croiser Aemond, qui, comme d'habitude, est très charismatique, il a une sacrée présence, il a un beau petit manteau, en plus j'aime bien son look. Et c'est là où moi je suis déçu, c'est-à-dire qu'il est quand même vachement moins vénère que dans le bouquin. Ils l'ont adouci, il y a plus d'ambivalence. Il est beaucoup plus insultant. Dans le bouquin, c'était quand même beaucoup plus, quelqu'un d'énervé, vraiment le méchant. Le méchant stéréotypé, quoi. C'est vraiment... il est beaucoup plus taquin. Rhaenyra, la pute de Père Dragon. Alors ça va bâtard tout le temps. Voilà, c'est ça. C'est à ce niveau-là. Mais encore une fois, dans le livre, on appuie sur le fait que ce sont des événements retranscrits par des maîtres, qui parfois ne sont pas là. Et pas que des maîtres. Hein. Et des maîtres qui sont chacun dans des clans différents. Donc parfois, on a l'histoire racontée par Champignon, le maître pas le maître Champignon, le fou. C'est un bouffon, Champignon. Voilà. Le fou, bon, qui se prend un peu pour un maître, voilà. Mais... qui est du camp de Rhaenyra et qui retranscrit les choses... Qui est du camp de la luxure, surtout. Camp du mal. Et voilà, qui retranscrit les choses à sa façon, selon qui il fréquente. Ouais. Et personne, n'était là pendant cet événement, normalement, dans le livre. Donc, c'est juste les témoignages des témoins. On peut jamais savoir comment ça s'est passé. Là, ils ont fait le choix, du coup, de dire que ça s'est passé comme ça. On sait pas exactement ce qui s'est passé pour Aemond. Voilà, on se doute qu'il a courtisé certaines filles de Lord Bolos, du coup. Oui, parce qu'on arrive et Baratheon dit en clair à Luke, Aemond, il vient de me proposer une alliance en voulant épouser une de mes filles. Toi, qu'est-ce que tu proposes? Et lui, il dit, je suis déjà fiancé. Donc, le Baratheon, il fait, casse-toi, petit chiot. Je suis pas le chien. Les mains vides. Je suis pas le chien de Rhaenyra. Mais du coup, ce qui est dommage, c'est que dans les livres, on avait quand même, c'était plus croustillant. Il y avait plus de détails. Ouais. J'aurais aimé voir Aemond embrasser chacune des filles pour goûter leur nectar. Et il y avait une des filles de Baratheon qui était incroyable. Ouais. Qui sort une réplique, qui joue aussi sur l'état d'esprit de Aemond. Qui provoque la situation de la course-poursuite en dragon ensuite, quoi. Même si, il n'y a pas forcément besoin de cette provocation. On vous laisse lire le livre pour avoir tous les détails. Et cette réplique, c'est vraiment incroyable. La réplique de cette fille est incroyable. Mais Aemond... clairement, il est dans un jeu où il s'est fait harceler par les gosses. Il n'arrive pas à passer à autre chose. Il a été traumatisé par ça, par son œil, et il veut l'œil de Luke. Oui, quelque part, au départ, c'est lui la victime. Hein, et on a bien vu lors du repas de famille, le dernier repas de famille de Viserys, que Luke se foutait encore de sa gueule. Donc, qui rigolait. Quelque part, tout ça est mérité, mais peut-être qu'il ne voulait pas en arriver jusque-là. En tout cas, c'est ce qui a été introduit. C'est ce qu'on nous montre là. Il voulait juste un œil. Mais bon, il croyait qu'il allait se passer quoi Au bout d'un moment, Vhagar, il fait 5 fois... il est 5 fois plus grand que Arax. Oui. C'est un peu des enfantillages violents, parce que le harcèlement, ça reste violent, que ce soit des enfants ou des adultes. Ils se poursuivaient, ils se rendent pas compte qu'ils chevauchent pas des animaux sans sensibilité et sans point de vue, parce que Vhagar, c'est une dragonne qui a fait la guerre, qui a fait des batailles. Et le petit Arax, quand il lui envoie des flammes dans la gueule à Vhagar, elle est bien vénère et elle écoute plus personne. Oups. Alors ça c'est... Je sais pas trop quoi en penser du fait que on nous fait un peu croire que ce sont les dragons qui sont battus entre eux et que c'est pas tellement la faute d'Aemond, qu'il a pas vraiment voulu tuer Luke. Il y a un mec qui a dit sur Twitter, et je trouve que c'est assez... La comparaison est plutôt bonne. Il a dit, c'est un peu comme si Jaime avait poussé Bran sans faire exprès. Oui, on enlève le côté machiavélique du personnage. Parce que, Aemond est censé après se vanter. Alors, est-ce qu'il va faire exprès de se vanter pour dire en clair que c'était pas un accident, pour essayer de retourner les choses un peu en sa faveur? Est-ce qu'il va être dans le regret? On va voir comment ça va se passer. Mais moi je sais pas, j'ai l'impression qu'au final on veut nous montrer dans cette série que tout ça, c'est un peu la fatalité. Pas fait exprès. C'est un peu une tragédie grecque. Aegon, il est devenu roi parce que sa mère l'y a poussé, parce que Viserys, il était en train de délirer. Il a pas fait exprès. On nous montre que les personnages sont un petit peu les victimes de la fatalité, du destin. Mais moi, j'ai bien aimé
cette ambivalence qu'on a introjectée en Aemond, parce que dans le livre, je trouve vraiment qu'il était très très méchant. Ça rajoute pas mal de nuances. J'ai bien aimé, parce que voilà, Alicent, ils ont un petit peu modifié le personnage aussi, elle est plus manipulatrice et plus avide de pouvoir dans les livres. Là, ils ont montré que on sent qu'elle a des sentiments pour Rhaenyra, on sent qu'elle ne voulait pas ça, et là, c'est aussi un choix pour Aemond, pour montrer, c'est assez shakespearien, quoi, c'est assez dramatique. La scène de course-poursuite entre les deux dragons, elle est magnifique. Oui. On sent la tension, la menace avec Vhagar au-dessus, là, et les jeux de lumière et de son avec l'orage qui englobe tout ça, et le rire de Aemon qui résonne en écho. On sent que Luke, il doit se faire caca dessus, le pauvre. Et il y a un petit moment qui fait un peu Star Wars, menace fantôme dans le ravin, là. Donc voilà, ça renvoie à la course quand Arax se glisse de vaisseau. Et il aurait dû y rester dans ce ravin, malheureusement. C'est ça, mais là on était peut-être dans l'attente que ça finisse, parce que même Aemond, il est en mode oui, j'aurai ton œil un jour, en mode voilà, toujours les menaces pour lui faire peur, en mode, et il pensait que c'était fini. Mais là, il y a Arax qui s'est chauffé et qui attaque Vhagar, et là, ils ont plus du tout le contrôle sur leur dragon tous les deux. Et la scène de mort de Luke, elle est terrifiante, et elle est vraiment, je m'y attendais pas du tout, là, la gueule de Vhagar qui arrive comme ça et qui le gobe, ça m'a... Oh, j'étais dépitée, j'étais en mode pauvre Luke et pauvre Arax, et même avec la tête de Aemond, et puis en plus tout ça c'est souligné par le fait que Aemond il fasse non Vhagar, et il appuie bien sur le fait qu'il dise non fais pas ça, et ils contrôlent plus rien tous les deux. Est-ce qu'il y a une chance, tu penses, qu'il ait survécu, Luke? Alors, ce qui est un peu sous-entendu dans le livre. Dans le livre, on nous laisse le suspense, on veut pas spoiler non plus. Mais là, je pense qu'il y a aucune Mais là, chance. je vois vraiment la gueule de Vhagar qui arrive sur Luke. Après, il faudrait regarder, peut-être en faisant pause, s'il y a la selle avec quelque chose, si la moitié du dragon, mais je pense qu'il est vraiment découpé en petits morceaux. Ouais. Ils ont pas trop laissé de chance au doute. C'était une des théories du livre. Oui, et puis même s'il avait survécu dans le livre, ce n'est plus Lucerys Velaryon, donc il est mort. Et c'est vraiment très triste comme scène. Au final, j'aime bien cette idée, voilà, que Aemond se soit retrouvé dans cette situation, et que finalement, qu'importe ce qu'il va dire, c'est fait. Il y a eu une mort, qu'elle soit intentionnelle ou non, c'est comme ça, et la guerre est déclarée. C'est ça, le premier sang a été versé. Et presque on se dit, le premier sang a été versé, mais peut-être même le deuxième, parce que comme Rhaenyra a perdu déjà Visenya au final, par cette nouvelle, parce que c'était une femme enceinte qui a appris ça, et ça l'a... Ça l'a un peu détruite, quoi, donc ça a déclenché l'accouchement, donc presque Rhaenyra a perdu 2 enfants en si peu de temps, et on voit, voilà, quand on lui annonce la mort de Luke, elle est devant la cheminée, devant le feu, et quand elle se retourne, on voit sur son visage que, voilà, elle a complètement changé d'avis, et que maintenant c'est une guerrière, et que tout va cramer. Elle a brillé, ouais. Là, elle a complètement craqué, elle en peut plus. Et on sait ce que c'est une Targaryen qui perd les gens qu'elle aime. On sait ce que ça donne. Du coup, toi, tu es un peu plus mitigé, mais moi, j'ai adoré ce final. Oui, ça reste bien, acceptable pour moi, mais... On sent une certaine colère du côté des lecteurs du livre. Voilà, ils attendaient... ils voulaient vraiment qu'Aemond soit un gros méchant. Sans ambivalence, ils voulaient que ce soit un diablotin, quoi, et voilà, ils attendaient ça. La série nous offre autre chose. Personne ne pourra égaler Ramsay Bolton, de toute façon. Voilà, la série nous offre autre chose. Quelque part, ça nous surprend aussi, parce qu'on pensait ne pas être surpris en connaissant l'histoire, mais plein de fois, durant cette saison, on a pu être surpris, du bon côté ou du mauvais côté. Au niveau de la mise en scène, ça reste quand même assez classique. Je pense qu'ils pourraient innover un petit peu, faire des plans un peu plus stylés, un peu plus originaux. Oui, moi, là, le seul moment où j'ai été vraiment envoûtée par la mise en scène, c'est Accalmie. Là, j'ai été prise dans une ambiance, il y a quelque chose qui en ressortait. Pourtant, c'est dans la pénombre, j'ai eu peur, j'ai dit, on va encore rien voir. Mais ça a joué, la pénombre. Voilà, le regard d'Aemond, figé sur Luke, cette ambiance froide, ça marchait bien. Oui, ça les arrange bien, un peu, toute cette pénombre, quand même, j'ai l'impression. Oui, pour les effets spéciaux, c'est vrai que pour les dragons, ça simplifie les choses. Si c'était en pleine lumière, ça serait plus compliqué. Sur ce, il est temps de conclure et de terminer cette vidéo. Abonnez-vous. Lâchez un pouce bleu. On sera là pour les reviews de la suite. Et en attendant, on vous dit... Valar Morghulis.